Cette vidéo est la version complète d'une série de 3 vidéos que j'ai réalisées sur les Stark. Elle va s'intéresser à la représentation des hommes de la famille Stark et à leur incompréhension du monde politique de Westeros dans les 7 premières saisons de la série télévisée Game of Thrones. Au vu des retours sur les vidéos plus courtes, il me semble important de préciser que l'objectif n'est pas ici de porter des jugements moraux sur les personnages de la série, mais uniquement de mettre en avant comment leurs comportements politiques les ont irrémédiablement menés à leur mort. Il me semble aussi important d'insister sur le fait que je ne les juge que sur les actes que l'on voit ou connaît dans la série, le reste ne concerne pas mes vidéos. Enfin, j'aime beaucoup les hommes de la famille Stark, ce sont des personnages en majorité appréciables à suivre et qui font preuve de bonne volonté. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut se mettre des œillères et cracher sur les autres personnages. Si les Stark sont morts, il faut accepter qu'ils ont certainement fait des erreurs. Au regard de la série, il y a un coupable originel qui a engendré les erreurs de sa descendance, Ned Stark. Il a éduqué ses enfants et on ressent bien à travers la série qu'il est le modèle de Robb et Jon, qui essaient comme lui d'être de bonnes personnes et des dirigeants bons envers leur peuple, ce qui est voué à l'échec dans un monde comme Westeros. Dans cette vidéo, je vais mettre en avant des éléments montrant que les hommes Stark ne sont pas voués à diriger, car ils subiront toujours des trahisons, et au contraire, comment Tyrion arrive à se prémunir de celle-ci alors qu'il part d'une situation bien plus délicate. I don't like threats. Who threatened you? I'm not Ned Stark. I understand the way this game is played. Ned Stark was a man of honor. And I am not. Threaten me again and I'll have you thrown into the sea. Les divers hommes de la famille Stark auront chacun à leur tour un arc où le pouvoir leur sera réservé, mais chacun échouera car ils auront tous été incapables de se mettre suffisamment à la place des autres pour comprendre la façon dont ils pensaient. La vidéo sera ainsi découpée en 3 chapitres, au long desquels nous verrons comment ce problème les impacte tous différemment. Des oppositions seront faites avec le comportement de Tyrion et de Sansa pour mettre en avant la façon dont ils auraient dû se comporter afin de survivre. Ned est la racine de ce mal ancré chez les Stark. Sa volonté politique est adaptée au peuple du Nord, généralement honnête, mais ne peut pas fonctionner au-delà, sauf peut-être plus au Nord. Il est présenté à plusieurs reprises comme un personnage bon et qui est aimé du peuple. Il prend les décisions logiques pour la communauté sans jamais chercher son intérêt personnel. Mais surtout, il a la fâcheuse tendance de penser que tout le monde est comme lui et agira de la même façon qu'il le ferait. S'il donne sa parole, il la tiendra. On ne peut pas dire la même chose de Littlefinger ou Cersei, qui le mèneront à sa perte. Pour survivre, il aurait fallu que Ned considère ce qu'il savait sur les personnes qui l'entouraient, ce qui les poussait à agir, et surtout, comment il réagirait face à lui. Et pourtant, en termes d'information, peu de monde était au niveau de Ned. Il arrive notamment à remonter la piste incestueuse des Lannister grâce aux quelques mots de Jon Arryn transmis par le Grand Maester Pycelle. Oh, there was one phrase he kept repeating. The seed is strong, I think it was. The seed is strong. Il finit par annoncer à Cersei qu'il va dénoncer que Joffrey est un bâtard. My brother's worth 1,000 of your friend. Your brother? Or your lover? Alors qu'il avait eu beaucoup de mal à récupérer ces informations, il les dévoile gratuitement à ses ennemis, sans penser aux conséquences qui viendront derrière. Cersei ajustera bien évidemment son comportement en fonction. Elle le met d'ailleurs en garde à ce sujet. I've made many mistakes in my life. But that wasn't one of them. Oh, but it was. When you play the Game of Thrones, you win, or you die. There is no middle ground. You think the piece of paper Father gave you keeps you safe. Ned Stark had a piece of paper too. Plus tard, on verra que Sansa s'est au contraire habituée à la vie à King's Landing et a appris à mentir, une de ses rares erreurs se produisant quand les Tyrell vont la convaincre de dire la vérité sur Joffrey. Tell us the truth. No harm will come to you. My father always told the truth. Yes, he had that reputation, and they named him traitor and took his head. Joffrey did that. He promised he would be merciful and he cut my father's head off. And he said that was mercy. And he took me up on the walls and made me look at it. He's a monster. Elle comprendra cependant très vite son erreur et tentera de la rattraper. I can't. I never meant. My father was a traitor.
My brother as well. I have traitor's blood. Please don't make me say any more. Ned a eu une dernière occasion de changer légitimement l'ordre établi, sur le lit de mort du roi, où il hésite à lui avouer que son fils est un Lannister. Il l'entrera dans le testament comme son héritier légitime, signant ainsi son arrêt de mort. Il aura alors une ultime chance, cette fois par la force, lorsque Renly Baratheon lui proposera d'écarter du trône Joffrey et de s'occuper ensuite en tant que main du roi d'organiser une véritable transition vers l'un des frères Baratheon au lieu de couronner un roi illégitime. Give me an hour and I can put 100 swords at your command. And what should I do with 100 swords? Strike! Tonight while the castle sleeps. We must get Joffrey away from his mother and into our custody. Finalement, en refusant de faire des compromis et d'user des méthodes que tous les autres personnages utilisent, Ned finit par être accusé de trahison et exécuté. On peut en profiter pour souligner qu'en envoyant une lettre à Stannis pour l'informer qu'il est l'héritier légitime du trône, Ned a déclenché la guerre qui agite Westeros. Au contraire de Ned, Tyrion n'hésite pas à avoir recours à des stratagèmes afin de trouver des espions ou des traîtres. Il va par exemple répandre divers mensonges entre Pycelle, Varys et Littlefinger, en expliquant à chacun une chose différente qu'il fera et qui ne plaira pas à Cersei. I can trust you, Pycelle, can I not? Why, yes, of course, my lord. These are perilous times, and the Crown must forge new alliances. And these alliances must often be sealed in matrimony. Matrimony, yes. I'm trusting the council with these plans, but the Queen mustn't know. Yes, I shall be silent as the grave. S'il est évident que cela n'assurera pas pour autant qu'une personne est digne de confiance, ça lui permettra au moins d'avoir une idée de qui soutient Cersei plus que lui. Au final, on voit que cela fonctionne totalement puisqu'il apprend ainsi que Pycelle a transmis les informations à Cersei. Au contraire, lors de sa première rencontre avec Lord Baelish, Ned avait obtenu 3 informations cruciales dont il ne tient presque pas compte ensuite. I've hoped to meet you for some time, Lord Stark. No doubt Lady Catelyn has mentioned me. She has, Lord Baelish. I understand you knew my brother Brandon as well. All too well. I still carry a token of his esteem, from navel to collarbone. Perhaps you chose the wrong man to duel with. Well, it wasn't the man that I chose, my lord. It was Catelyn Tully. A woman worth fighting for, I'm sure you'll agree. Lord Baelish était donc amoureux de sa femme actuelle, avait combattu en duel le frère de Ned qui avait failli le tuer. Enfin, il est devenu le grand argentier du royaume, un équivalent du ministre des Finances et de l'économie, alors qu'il n'est parti de rien, ce qui sous-tend une ambition et certainement un manque de scrupules assez important. What do you want? Oh, everything, my dear. Everything there is. Sansa utilisera, elle, ces informations à son avantage dans la saison 5, lorsqu'elle protégera Baelish d'une exécution pour avoir tué Lysa Arryn. Après avoir vécu si longtemps à King's Landing, elle a désormais compris comment convaincre les gens. Elle va jouer sur la corde de la victime pour attendrir ses interlocuteurs en expliquant comment elle a été traitée dans la capitale, quitte à sous-entendre des choses fausses. Since my father was executed, I have been a hostage in King's Landing. A plaything for Joffrey to torture or Queen Cersei to torment. They beat me, they humiliated me, they married me to the imp. L'évocation de son mariage avec Tyrion laisse penser le pire, alors que c'est en réalité la partie la moins douloureuse de ses années dans la capitale. En plus de se faire passer pour quelqu'un toujours en position d'extrême faiblesse, elle va faire semblant de dévoiler des vérités graves sur elle, tout en sachant comment ses interlocuteurs les interpréteront. One day, she saw him kiss me. It is Sansa. It was a peck on the cheek, Lord Royce, nothing more. Sorry, Lord Baelish. I have to tell the truth. Alors que Littlefinger la faisait passer pour sa nièce, Sansa révèle notamment être la fille d'Eddard Stark et que sa tante était au courant et jalouse d'elle. My name's not Elaine. It's Sansa Stark, eldest daughter of Lord Eddard Stark. Lord Royce, we met when you came to Winterfell. You were escorting your son Sir Waymar to the wall. Sansa Stark? S'il est vrai que sa tante avait des problèmes, elle va tirer au maximum sur cette corde afin de convaincre le jury de l'innocence de Littlefinger, qui ne cherchait qu'à la protéger. You tell lies right to my face, you little worm! Lord Baelish has told many lies. All to protect me. You knew she was a troubled woman. She always loved Lord Baelish. She told me herself.
When the gods finally allowed her to be with Lord Baelish, she was so happy. For a time. My aunt was a jealous lady. But my aunt turned on me. She cursed me, called me a whore, promised to throw me through the moon door. She said she didn't want to live anymore. She stood on the edge of that moon door. He tried to reason with her, promised her she was the only one he had ever loved. But she stepped through those doors and she was... Dans sa position de main du roi, Ned aurait aussi pu profiter des pouvoirs d'une personne comme Littlefinger. Mais en refusant de se salir les mains ou de faire des compromis sur certains de ses principes, il cause sa perte. Cette position inflexible que tient Ned Stark est en opposition avec Daenerys, qui a accepté de recruter dans la saison 5 Tyrion comme son conseiller. Nous reviendrons plus tard là-dessus, mais dans la saison 7, Tyrion explique à Cersei qu'elle a fait cela afin de contrôler ses pires pulsions et lui permettre d'avoir une vision plus politique, indispensable à la gestion d'un État. Si elle n'est probablement pas tout à fait au courant de ce qu'il va essayer de mettre en place, Tyrion va faire venir les maîtres des villes de l'ancienne baie des Serres pour parvenir à un arrangement avec eux et éviter une guerre civile. Il va pour cela devoir, en tant que main de la reine, faire un compromis sur la volonté de Daenerys d'abolir l'esclavage en proposant une période d'adaptation de 7 ans. But our queen recognizes that she erred by abolishing slavery without providing a new system to replace it. So, here is the queen's proposal. Slavery will never return to Meereen, but she will give the other cities of Slavers Bay time to adjust to the new order. What does that mean? Instead of abolishing slavery overnight, we will give you 7 years to end the practice. Si Vergris et Missandei sont en désaccord complet avec lui, car ils ne sont pas habitués à la politique et ne souhaitent pas faire marche arrière pour des raisons compréhensibles, il les convainc finalement de ne pas s'enfermer dans leurs convictions comme l'a fait Ned Stark. Je reviendrai plus tard sur ce passage qui montre aussi très bien la capacité de persuasion de Tyrion. Pour en revenir à Ned, à la suite de la mort du roi et alors qu'il est en danger de mort, il demande le soutien de Lord Baelish. You promised Catelyn you'd help me. The Queen has a dozen knights and 100 men-at-arms. Enough to overwhelm what remains of my household guard. I need the gold cloaks. On a pourtant vu précédemment qu'il possédait plusieurs raisons de détester Ned, et qu'il ne cherchait probablement qu'à améliorer sa position, ce qui était pourtant facilement compréhensible pour Ned. Il lui confie en plus que la lignée royale est fausse et que le trône revient au frère de Robert, Stannis. The king has no true-born sons. Joffrey and Tommen are Jaime Lannister's bastards. So, when the king dies... The throne passes to his brother, Lord Stannis. Alors que Baelish lui offre des conseils qui auraient pu sauver la vie de Ned, celui-ci ne l'écoute pas et pense à ce qu'il ferait s'il était à la place de Littlefinger, et non pas à ce que Littlefinger souhaite réellement et à sa jalousie. Cette erreur lui sera fatale. I did warn you not to trust me. Au contraire, ses filles finissent par comprendre que Littlefinger cherchait à les diviser et lui tendent un piège dans la saison 7 qui finit par sa mort. Contrairement à Ned, elles ont pensé aux objectifs de Littlefinger et à la façon dont il chercherait à les atteindre. En simulant une brouille, elles le font tomber en plein dedans et finissent par mettre aux yeux de tous sa trahison. La conclusion de cette partie sur Ned vient avec une séquence où l'on voit Varys discuter avec lui de sa situation. What madness led you to tell the Queen you had learned the truth about Joffrey's birth? The madness of mercy. She might save her children. Ned va mettre en avant le manque de courage de Varys, ce à quoi celui-ci répondra en mettant en évidence pourquoi il a vécu si longtemps et pourquoi les Stark sont morts. You watched my men being slaughtered and did nothing. And would again, my lord. I was unarmed, unarmored, and surrounded by Lannister swords. When you look at me, do you see a hero? Je trouve d'ailleurs cette séquence assez ironique une fois que l'on apprend pourquoi Jaime Lannister a tué le roi fou. En effet, même s'il ne connaît pas toute la vérité, Ned se moque de lui dans la saison 1 pour avoir fait exactement la chose qu'il reproche à Varys de ne pas avoir fait. Il n'est évidemment pas question ici de dire qu'éviter cela l'aurait peut-être sauvé, mais s'il avait cherché à connaître Jaime,
il se serait probablement rendu compte qu'il avait plus à voir avec lui qu'avec Robert ou la majorité des habitants de King's Landing. Dans la séquence de la prison, on ressent bien que Ned a déjà abandonné et accepté son sort, ce qui est en totale opposition avec le comportement de Tyrion tout le long de la série. Au même moment, celui-ci est enfermé dans une cellule du Val et va tenter d'amadouer son garde afin de faciliter sa survie. Malheureusement, Ned a enseigné une certaine mentalité à ses enfants et nous allons voir dans les prochaines parties que ceux-ci ont probablement trop bien écouté leur père. Le principal problème de Robb est qu'il n'est pas prêt à faire de réelles concessions. Une de ses erreurs, et certainement sa plus grande, l'illustre exactement. On lui demande un mariage pour traverser le Neck, mais il finit par revenir sur sa promesse par amour. S'il n'est pas en soi un problème de revenir sur sa parole, c'est la personne envers laquelle il fait cela qui aurait dû le mettre en garde. I think you lost this war the day you married her. Au lieu de cela, comme son père, il pense à ce que lui aurait fait à la place de Walder Frey, et non pas à ce que celui-ci souhaitait. Il était rentré très tard dans l'Alliance et cherchait avant tout à assurer sa position. Perdre ce mariage lui faisait perdre la face, mais diminuer aussi grandement les bénéfices de cette alliance. Quitte à mentir aux Frey, Robb aurait pu prétexter des impératifs militaires pour reporter le mariage et l'annuler ensuite après la guerre. La compensation offerte par Robb est trop faible pour atténuer l'humiliation subie, et surtout pour consolider la place des Frey. Alors que celui-ci ne cesse de répéter que les Tully et les Stark se pensent trop supérieurs à lui, The fine Lord Tully would never marry any of his children to mine. I'm sure there were reasons. I didn't need reasons. I needed to get rid of sons and daughters. You see how they pile up? ils vont continuer à le traiter avec mépris. The late Lord Frey, my father calls him. At the Trident, he didn't appear until the battle was done. Some men take their oaths more seriously than others. You swore an oath to my father. Oh yes, I said some words. And I swore oaths to the crown too, if I remember right. Cette erreur le mènera à pactiser avec les Lannister afin de commettre le Red Wedding. Il est possible de défendre que cet événement est plus dû au caractère fourbe de Walder Frey et qu'il aurait eu lieu quand bien même Robb aurait honoré sa promesse. C'est une possibilité envisageable, car même un mariage avec un Tully restait une très bonne chose pour les Frey. Cela dit, quand bien même c'eût été le cas, il reste vrai que le comportement de Robb n'est pas le bon pour survivre à Westeros, encore moins pour gagner une guerre. De façon plus générale, Robb a une incapacité à voir ou gérer l'ensemble de la situation. Il n'aligne pas toujours ses actions avec l'intérêt de son peuple, ou au moins ce qu'il devrait faire pour être maintenu comme leader. Cela se reflète d'ailleurs dans la façon dont l'armée qu'il a levée va petit à petit voir sa situation se dégrader. Lorsque Robb marche sur King's Landing, les hommes du Nord lui donnent le titre de King in the North. S'il aurait certes été difficile de refuser une telle acclamation, il aurait peut-être pu en retarder l'acceptation officielle du titre ou l'envoi de l'information aux autres puissances, ce qui lui aurait évité de se mettre à dos Stannis Baratheon. Celui-ci avait tué son frère pour avoir pris le titre de roi. Il était donc clair que sa réaction allait avoir un impact alors que Robb marchait sur King's Landing. Il aurait certainement pu gagner la guerre avec l'aide de Stannis, mais transforme ainsi en adversaire un de ses alliés les plus précieux. Il est d'ailleurs assez ironique de voir que l'on a une importante erreur de Robb, mais que celle-ci n'aurait probablement eu aucune conséquence si son père n'avait pas prévenu Stannis qu'il était l'héritier légitime du trône. Sans cela, ses prétentions sur le Nord n'auraient jamais existé. Je vais profiter de l'évocation de cette conséquence pour revenir sur un lien partagé par les trois personnages et qui insiste à la fois sur leur ressemblance, mais aussi les oppose à tous les autres dirigeants de Game of Thrones. When I was Lord Commander of the Night's Watch, I executed men who betrayed me. I executed men who refused to follow orders. My father always said, the man who passes the sentence should swing the sword, and I have tried to live by those words. Si cela peut sembler anodin, le fait de passer la sentence soi-même montre au contraire une importante différence de caractère avec un personnage comme Joffrey qui ne fait que passer lui-même des sentences officieuses. Ces sentences officielles sont toutes faites par un bourreau. C'est aussi une opposition faite avec les femmes de la famille qui vont presque toutes être impliquées dans des assassinats où elles n'auront soit pas passé la sentence, soit où il n'y aura tout simplement pas eu de sentence. Et si on pourrait croire que Littlefinger est l'exception pour Arya, il faut rappeler que c'est Sansa seule
qui possède le pouvoir de condamner à mort. Robb fait aussi ce qui lui semble juste en libérant Theon, alors que sa mère l'avait prévenu qu'en le libérant, il n'avait plus de levier contre les Greyjoy. I understand you don't trust Lord Greyjoy. I don't trust Lord Greyjoy because he is not trustworthy. Et que ceux-ci s'attaqueraient certainement à nouveau au nord. Il décidera d'aller contre son avis, et le nord sera conquis et Winterfell tombera sous le joug de Balon Greyjoy, puis des Bolton, ce qui ne sera certes pas un problème pour Robb, mais pour les survivants de sa famille et l'intégralité du nord. Tout comme son père, il réfléchit à travers son mode de pensée et pas à travers celui des autres. Il est évident que ses comportements lui attireront des problèmes avec les Greyjoy, mais aussi avec Stannis. Dans la même séquence où on le voit reconnaître son erreur à sa mère, Roose Bolton va lui rappeler ce que lui permet sa position de roi, et notamment qu'il doit déléguer. I told you never trust a Greyjoy. I must go north at once. There's still a war to win, your grace. How can I call myself king if I can't hold my own castle? How can I ask men to follow me if I can't... You are a king. And that means you don't have to do everything yourself. S'il accepte à court terme, il semblerait que ce rappel n'ait pas suffi, comme on le verra par la suite. Au contraire de Robb, qui n'arrive pas à se mettre à la place de son interlocuteur, Tyrion est capable de s'adapter très rapidement à une personne afin de s'aligner sur ses intérêts et lui montrer qu'aider Tyrion, c'est en réalité s'aider soi-même. Is there nothing I can do to remedy this? You can have my room. Oh, there's a clever man. Lorsqu'il rencontre Bronn, il remarque rapidement que celui-ci parle de femmes puis d'argent, ce qu'il utilisera afin d'acheter sa loyauté. Word's probably gotten to my father by now. He'll be offering a handsome reward. Everyone knows a Lannister always pays his debts. Nothing like a woman after a fight. Il lui assure qu'il pourra avoir les deux s'il le suit, mais bel et bien uniquement s'il le suit. What do you want, Bronn? Gold? Women? Golden women? Stick with me and you'll have them all. For as long as I'm around and not a moment longer. Il aligne les intérêts de Bronn sur les siens. Dans une autre conversation où il lui demande d'affronter la montagne pour lui, Tyrion va même aller encore plus loin en évoquant la possibilité d'obtenir des terres. If I emerge from this with my head still on my shoulders, I may one day rule the North in her name. I could carve you out a big piece of it. Voyant que cela échoue, il essaiera ensuite d'utiliser son ego et seulement en dernier recours, leur amitié afin qu'il le protège. Does he frighten you so much? I'd be a bloody fool if he didn't frighten me. One misstep, and I'm dead. Why should I risk it? Because you're my friend. Si l'on avait eu Robb à la place de Tyrion, il aurait été incapable de se mettre aussi bien à la place de Bronn. Peut-être même n'aurait-il joué que sur la corde de l'honneur, dont Bronn se moque éperdument. If you want me to kill the mountain for you, it better be a damn big castle. I'm a bit short on costs at the moment, but I can offer you gold in gratitude. I have gold. What can I buy with gratitude? Si cela ne fonctionne pas une deuxième fois, il est bon de se rappeler que peu de temps avant, il avait réussi à se sortir d'une situation de mort assurée. Come, share our fire. Help yourselves to our goat. Lorsque Bronn et lui traversaient le Val, ils sont embusqués par Shagga et les guerriers du Val en large supériorité numérique. Tyrion va non seulement réussir à sauver sa peau, mais il arrivera ensuite à les convaincre de ne pas tuer Bronn et finalement de rejoindre l'armée des Lannister. How would you like to die, Tyrion, son of Tywin? In my own bed, at the age of 80, with a belly full of wine and a girl's mouth around my cock. Take the half man. Kill the other one. No, 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 no. Il va tenter plusieurs des mêmes ressorts qu'avec Bronn, mais en se concentrant notamment sur les ressources matérielles, puis sur les terres du Val, qui intéressent particulièrement Shagga et sa troupe. My house is rich and powerful. If you see us through these mountains, my father will shower you with gold. You think you can win us over with your trinkets? That trinket is worth more than everything your tribe earns. But if you help us, Shagga, son of Dolph, I will give you this. What is this? The Vale of Aaron. The Lords of the Vale want me dead. I believe it is time for new Lords of the Vale.
It is said that the men of the mountain clans are great warriors. Ride with me against my enemies, and you shall have all my son promised you and more. Only if the half-man fights with us. S'il devra au final, certes, participer à une bataille, reste qu'avec seulement des mots, il aura réussi à passer d'une situation de mort certaine à l'enrôlement de nouveaux soldats dans l'armée des Lannister. Une autre erreur de Robb, que l'on retrouvera d'ailleurs chez Jon Snow, est un manque de communication, qui découle pour Robb de la volonté de tout gérer par lui-même. Il met en place un excellent plan pour attirer Gregor Clegane, la montagne, dans un terrain qui leur est connu, afin de l'éliminer. I think King Robb understands we're not going to win this war if he's the only one winning any battles. There's glory enough to go around. It's not about glory. Your instructions were to wait for him to come to you. I seized an opportunity. I wanted to draw the mountain into the west, into our country where we could surround him and kill him. I wanted him to chase us, which he would have done because he is a mad dog without a strategic thought in his head. I could have that head on a spike by now. Instead, I have a mill. Malheureusement, et comme le lui fait d'ailleurs légèrement remarquer Edmure Tully, il ne l'a pas partagé avec ses généraux. How many men did you lose? 208, but for every man we lost, the Lannisters We lost. need our men more than Tywin needs his! Sorry. I didn't know. You would have. Right here today at this gathering if you had been patient. Edmure avait interprété cela comme la volonté de s'attirer la gloire, et que Robb soit le vainqueur de toutes les batailles. Il a donc saisi une opportunité d'affaiblir les Lannister. Si les torts sont partagés car les ordres étaient effectivement clairs, il est contre-productif de ne laisser aucune marge de manœuvre à ses généraux, surtout à une époque où les moyens de communication ne permettaient pas de partager rapidement une information. S'il avait simplement informé ses conseillers proches de l'objectif, ceux-ci auraient pu s'adapter dans la bataille, et Edmure aurait sans aucun doute respecté la consigne de Robb, puisqu'il savait cette fois à quoi elle servait. Ce même problème était pourtant déjà apparu dans la saison 1, bien qu'il n'y avait pas eu de conséquences. Lors d'une réunion pour planifier une attaque, un espion adverse est amené à Robb dans sa tente. Il le laissera partir en lui faisant bien comprendre que 20 000 de ses soldats attaqueront Tywin à l'aube. How high did you get? 20,000, maybe more. You don't have to do this yourself. Your father would understand My father understands mercy when there is room for it. Let him go. Robb. C'est en réalité une ruse pour envoyer le gros de ses troupes vers un objectif plus important où ils ne trouveront alors que peu de résistance. Si cette stratégie est brillante puisqu'il peut ainsi donner de fausses informations de façon crédible à Tywin, les réactions dans cette séquence montrent bien qu'il n'informe aucun de ses proches conseillers. Il va invoquer la mémoire de son père pour justifier son action, alors qu'il aurait tout simplement pu les informer de son objectif une fois l'espion expulsé. Are you touched, boy? Letting him go? You call me boy again. Go on. Comme je l'ai évoqué un peu avant, c'est le genre de comportement qui a mené Roose Bolton à le trahir. Il explique d'ailleurs après le Red Wedding à Lord Frey que Robb était trop arrogant et n'écoutait jamais ses conseils. He ignored my advice at every turn. If he'd been a trifle less arrogant. Il refuse enfin à Lord Karstark la tête de Jaime Lannister qui a tué ses fils, alors qu'il aurait tout simplement pu lui promettre pour après la guerre, quitte à ne pas tenir parole. Karstark finira par assassiner deux Lannister qu'il gardait comme otages. En réprimande, Robb le condamne à mort, ce qui fera quitter l'Alliance à ses hommes. On voit bien ici que Robb, en ayant été mis devant le fait accompli, était en position de faiblesse quand bien même il possédait le pouvoir de décision. Il aurait dû considérer que malgré cette position, il restait plus intéressant d'aligner les intérêts de la maison Karstark sur les siens, plutôt que de se les mettre à dos. Dans une situation où les rôles sont certes inversés puisque Tyrion est le conseiller, celui-ci va gérer une situation ressemblante de bien meilleure façon. Alors que Daenerys lui explique qu'elle va brûler et tuer tous les maîtres des villes qui s'opposent à elle pour régler l'attaque envers Meereen, Tyrion va réussir à la contrôler et la faire changer d'avis. Shall we begin? Do we have a plan? I will crucify the masters. I will set their fleets afire, kill every last one of their soldiers and return their cities to the dirt. That is my plan. Il va pour cela lui rappeler que le comportement qu'elle souhaite mettre en œuvre n'est pas celui qu'elle souhaite réellement avoir,
et qu'il est celui que son père aurait eu. You don't approve. You once told me you knew what your father was. Did you know his plans for King's Landing when the Lannister armies were at his gates? Probably not. Well, he told my brother, and Jaime told me. He had caches of wildfire, hidden under the Red Keep, the Guild Halls, the Scepter Baylor, all the major thoroughfares. He would have burned every one of his citizens. That's why Jaime killed him. This is entirely different. You're talking about destroying cities. It's not entirely different. I'd like to suggest an alternate approach. En jouant sur cette ficelle, Tyrion fait mouche et la convainc de suivre une autre solution qui aura une réussite complète. Contrairement à Tyrion, Robb n'avait même pas imaginé une solution améliorant sa situation. Catelyn et Edmure lui avaient livré sur un plateau d'argent. Spare his life. Keep him as a hostage. A hostage? Tell the Karstarks that as long as they remain loyal, he will not be harmed. En emprisonnant Lord Karstark, il aurait eu un moyen de pression contre ses troupes et il aurait pu les conserver au moins jusqu'à la fin de la guerre. You were right. The Karstarks are gone. Almost half our forces. Si ce genre de comportement n'est peut-être pas très ancré dans la tradition du Nord, il aurait pu éventuellement les compenser à la fin de la guerre. Il y aurait certes eu le risque d'une trahison avec les Bolton, mais il aurait tout de même été réduit. Il aurait aussi tout simplement pu penser à la possibilité de convaincre Karstark en lui offrant la tête de Jaime plus tard dans la guerre. Tout cela est d'ailleurs aussi une nouvelle preuve qu'il ne tient pas suffisamment compte de ses conseillers, que ce soit pour les informer ou pour les écouter. Dans une situation bien plus dangereuse, on voit Tyrion retourner une situation de faiblesse à son avantage. Alors qu'il est capturé par un pirate qui ordonne de le tuer pour vendre son pénis, il va le convaincre qu'il doit le garder en vie pour assurer un maximum de profit. Wait! Let's discuss this! And then chop off his cock. We'll sell it for a fortune. The dwarf's cock has magic powers. Wait! You can't just hand a dried cock to a merchant and expect him to pay for it! He has to know it came from a dwarf! And how could he know, unless he sees the dwarf? It will be a dwarf-sized cock. Guess again. The dwarf lives until we find a cock merchant. Mais non content d'avoir sauvé sa vie, Tyrion va aller encore plus loin et plaider pour Jorah Mormont. S'il n'a pas à beaucoup mentir car c'est effectivement un très bon guerrier, il va lui dresser d'immenses louanges et convaincre le pirate qu'il gagnera encore plus d'argent avec lui qu'avec Tyrion. The fighting fit in Meereen. You're in luck then. You're about to be rich. You are looking at one of the great warriors in the Seven Kingdoms. Him? He got to be 60 years old. But he is a veteran of 100 battles. They wrote songs about him. That true? He won the tournament at Lannisport, unseating Sir Jaime Lannister himself. You're talking about jousting. A fancy game for fancy lads. The men who fight in the pits of Meereen will swallow him whole. I killed a Dothraki blood rider in single combat. Liar. It's no lie. His name was Quotho. He was blood rider to Khal Drogo. Take me to Slaver's Bay, put a sword in my hand. I'll prove my worth. Il a rapidement compris que c'était bien l'argent que recherchaient les pirates, et va donc tout simplement leur assurer que vivants, les deux leur rapporteront plus que morts. Si plusieurs des problèmes de Robb sont différents de ceux de son père, on reconnaît cependant que plusieurs d'entre eux sont clairement dus à la façon dont celui-ci a été élevé, et découlent donc de son paternel. Jon suit le même chemin, mais la haine de Catelyn envers lui et son état de bâtard va en plus le complexer, au point de se sentir obligé de toujours prouver plus. Enfin, il est temps de passer à la partie la plus longue de cette vidéo puisqu'il est parmi les trois le personnage ayant eu de loin le plus de temps à l'écran, Jon Snow. Si le fait que Jon Snow ne sache rien est devenu un mème, son problème ne vient pas de ce qu'il sait, mais plutôt de ce qu'il dit. Ou plutôt, de tout ce qu'il ne dit pas. Le manque de communication de Jon devient flagrant à partir de l'épisode 8 de la saison 5 où les morts se réveillent, mais il a existé depuis le début de la série.
Car là où Robb n'avait pas assez communiqué afin d'éviter que sa stratégie ne finisse par être connue de l'ennemi, Jon ne communique pas assez sans la moindre raison valable. Tyrion et Jon se rencontrent très tôt dans la série, et l'arc narratif autour du mur et des gardes de la nuit offre plusieurs séquences où l'on voit clairement la différence de fonctionnement entre les personnages. I've always wanted to see the wall. You're Tyrion Lannister. You're Ned Stark's bastard, aren't you? Did I offend you? Sorry. Tyrion cherche à s'informer sur les gens qu'il côtoie, là où Jon garde une vision personnelle et égocentrée, surtout au début de la série. Everybody knew what this place was, and no one told me. No one but you. My father knew, and he left me to rot at the wall all the same. Gren's father left him too, outside a farmhouse when he was 3. Pip was caught stealing a wheel of cheese his little sister hadn't eaten in 3 days. He was given a choice, his right hand or the wall. I've been asking the Lord Commander about them. Fascinating stories. They hate me because I'm better than they are. It's a lucky thing none of them were trained by a master-at-arms like your Sir Roderick. I don't imagine any of them have ever held a real sword before they came here. L'empathie manque alors à Jon, mais on verra au fur et à mesure de la série qu'il s'améliore sur ce point, et il viendra notamment en aide au peuple libre. Cette absence de recherche de l'information le mène cependant par exemple à ne pas se poser les bonnes questions sur ses origines. Avec le recul, la séquence où il demande à Ned de lui parler de sa mère est particulièrement frappante. Elle permet cependant d'illustrer parfaitement la difficulté de Jon à se positionner au sein de la famille Stark, ce qui le suivra tout au long de la série. Ce problème d'empathie va cependant l'amener à ressembler de plus en plus à Ned. Tout comme lui, il ne sait pas comment demander aux gens ce qu'ils veulent, ni comment leur montrer qu'ils doivent s'aligner avec lui pour atteindre leurs propres objectifs, puisqu'ils n'arrivent pas à se mettre à leur place. Il se mettra ainsi à dos nombre de personnages et sera parfois ingrat même avec ceux qui le soutiennent. Au début de la saison 2, lorsque les gardes de la nuit s'aventurent au nord du mur, il va s'opposer au Lord Commander en découvrant que leur hôte offre ses enfants mâles aux marcheurs blancs. He took the baby into the woods, the newborn. What business is that of yours? No, you don't understand. He's killing them, all the boys. You know. We have other wars to fight out there. Like it or not, we need men like Craster. Alors qu'il s'était déjà opposé à ses ordres, il met dans une situation délicate son meilleur soutien à l'intérieur de la garde de la nuit, qui fait d'ailleurs déjà preuve de beaucoup d'indulgence par rapport à lui. Avant de m'attaquer à l'un des principaux problèmes de Jon, je vais souligner un événement qui peut sembler anodin, mais qui illustre bien son impétuosité. Lorsqu'il apprend que Robb lève les armes pour marcher sur King's Landing, Jon est prêt à abandonner la garde de la nuit et à le rejoindre. He's heading south, to war. All his bannermen have rallied to his side. They'll keep him safe. I should be there. I should be with him. S'il ne le fait finalement pas, on voit déjà dans la première saison plusieurs preuves de son comportement téméraire et impulsif. Le problème que j'évoquais plus tôt apparaît en pleine lumière à partir de la bataille de Castle Black, lorsque Jon décide de se sacrifier afin d'assassiner Mance Rayder. You're going to kill him? I'm going to try. They'll never let you within 100 yards of him. And even if they did, even if you managed to kill him... They'll kill me. They don't go, they'll kill me anyway. They'll kill the rest of us too. Dans une situation certes désespérée, Jon va mettre sa vie en jeu pour sauver la situation, ce qu'il répétera ensuite plusieurs fois dans la série. You're right. It's a bad plan. What's your plan? Il est assez ironique de voir que Mance avait bien isolé cet élément de la personnalité de Jon lorsqu'il le détenait comme prisonnier. I think what you want most of all is to be a hero. Il finit par être sauvé par la cavalerie de Stannis, mais ne va pas retenir les bonnes leçons de cette expérience. Étant promu, il verra le fait de se mettre en danger comme un atout, alors que c'est le rôle d'un champion et non plus celui d'un leader, encore moins d'un roi. Tout comme son frère, il a du mal à intégrer le rôle qu'on lui demande. Son problème est cependant aux antipodes de celui de Robb, qui dirigeait de trop loin sans prévenir personne de la stratégie d'ensemble, là où Jon cherche à diriger de trop près. Pour autant, ce n'est pas un comportement bien plus recommandable. Et on va voir tous ces problèmes s'ajouter en fin de saison 5.
Jon a vu les morts se réveiller et l'énorme danger qu'ils représentaient, et c'est en partie pour cela qu'il ramène le peuple libre au sud du mur. Les autres membres de la Garde de la Nuit ne vont pas l'entendre de la même oreille et le trahiront. For the Watch. For the Watch. For the Watch. For the Watch. Il est cependant difficile de leur en vouloir, car Jon est incapable de communiquer. Alors qu'il vient de voir un danger immense, il ne parle qu'une seule fois clairement du danger qui approche. You were at the fist of the first men. If we abandon them, you know what they become. We can learn to live with the wildlings, or we can add them to the army of the dead. Whatever they are now, they're better than that. Comme tous les Stark, Jon ne demande jamais aux gens ce qu'ils veulent, et essaie encore moins d'aligner leurs intérêts sur les siens. Lorsqu'il discute avec Olly, un des futurs mutins, celui-ci lui dit qu'il se rappelle que des membres du peuple libre ont tué toute sa famille violemment. Tout ce que Jon trouve à lui répondre est « I know this is hard for you, but winter is coming. » S'il avait insisté sur les centaines de morts causées par les marcheurs blancs et la façon dont ceux-ci avaient ensuite été ramenés à la vie, il ne l'aurait certainement pas trahi. À choisir entre s'allier à des membres d'une tribu qui ont tué nombre de leurs proches et la forte probabilité d'un anéantissement de la race humaine, il est fort probable que tous les membres de la Garde de la Nuit auraient soutenu Jon. De la même façon, lorsqu'il s'entretient avec Lyanna Mormont pour la première fois, il ne réalise pas, malgré ses demandes d'éviter les discussions inutiles, qu'elle sera très directe. What you have to understand, my lady, is that I understand that I'm responsible for Bear Island and all who live here. So why should I sacrifice one more moment life for someone else's war? Pour sa défense, tous sont surpris par sa façon d'être. Cela dit, il se fait particulièrement remettre à sa place par une petite maison, alors qu'il est censé être le leader de la maison Stark. À l'opposé, Tyrion sait au contraire comment captiver son audience, l'une de ses meilleures armes étant de raconter des histoires. Lorsqu'il rencontre Daenerys pour la première fois, il utilisera par exemple ce stratagème afin d'intéresser la mère des dragons. Il démarre une histoire qui va lui donner envie de l'écouter, car elle comprendra très vite qu'il parle d'elle. When I was a young man, I heard a story about a baby born during the worst storm in living memory. She had no wealth, no lands, no army, only a name, and a handful of supporters, most of whom probably thought they could use that name to benefit themselves. Si la conversation est parfois difficile, puisque Daenerys renvoie certains arguments, comme le fait qu'il soit le plus grand tueur de Lannister de l'histoire, il finit cependant par la prendre à son avantage. I am the greatest Lannister killer of our time. So I should welcome you into my service because you murdered members of your own family. Into your service? Your Grace, we have only just met. It's too soon to know if you deserve my service. C'est une tactique brillante. Tyrion aborde cette conversation comme s'il était en position de force et qu'il n'offrira pas ses services à n'importe qui. Il dit cela alors qu'à la fin de cette conversation, c'est Daenerys qui décidera de s'il vit ou non. Le ressenti des participants compte plus que la réalité de leur position. Il arrive à la fois à se mettre à la place de son interlocuteur, mais en plus à se mettre dans une position de dominant. Il conclut une partie de son plaidoyer en expliquant qu'il gérait parfaitement le royaume en tant que main du roi pour Joffrey, et qu'il pourrait faire beaucoup mieux avec un véritable dirigeant, flattant au passage Daenerys. When I served as Hand of the King, I did quite well with the latter, considering the king in question preferred torturing animals to leading his people. I could do an even better job, advising a ruler worth the name. C'est tout de même autre chose que répéter « Winter is coming ». Suite à l'invasion ratée du peuple libre, Jon a une dernière conversation avec Mance Rayder, où l'on va à nouveau voir l'incapacité de Jon de se mettre à la place des autres. I think you're making a terrible mistake. You're a good lad. Truly, you are. But if you can't understand why I want to enlist my people in a foreigner's war, there's no point explaining. Il assène aux prisonniers que s'il est un bon roi, il doit ployer le genou pour protéger son peuple. Pourtant, il fera exactement la même chose avec Daenerys et refusera en tant que roi du Nord de se soumettre à une force étrangère. You know what Stannis wants? He wants me to bend the knee. And he wants the free folk to fight for him. He told me you weren't here to conquer. He told me your people had bled enough. That's right.
I don't want them bleeding for Stannis Baratheon either. S'il n'aurait probablement pas pu faire changer d'avis Mance, les ficelles qu'il essaie d'utiliser sont en majorité mauvaises. You brought them together to save them, because none of them have survived the winter, not if they're north of the wall. Isn't their survival more important than your pride? Pride? Fuck my pride. This isn't about that. Then bend the knee and save your people. Il joue sur sa fierté ou sur sa peur, ce à quoi Mance lui répondra qu'il est effrayé, mais que le peuple libre est au-dessus de sa personne. How many tens of thousands are out there right now? How many women? How many children? And you won't go out and rescue them because why? You're afraid of looking afraid. Oh, I am afraid. No shame in that. Jon est d'ailleurs assez hypocrite en lui reprochant de vouloir mourir en héros. It's better than betraying everything I believe. And what happens to your people? You preserve your dignity and die standing. And they'll sing songs about you. You'd rather burn than kneel, a great hero, until winter comes. And the White Walkers come for us all, and there's no one left to sing. 2 jours avant, c'est lui qui se ruait dans le camp adverse et était prêt à être torturé pour sauver la garde de la nuit. Oh, that's why you're here. I reckon you could do it before any of them could stop you. They'd kill you, of course. They'd kill you slow, but you knew that when you came in here. C'est seulement lorsqu'il invoque la possibilité de sauver des dizaines de personnes que l'on sent qu'il atteint Mance et qu'il aurait peut-être pu le convaincre s'il avait insisté là-dessus. Jon aurait alors dû faire ce que fait toujours Tyrion, demander aux gens ce qu'ils veulent. Je vous rappellerai d'ailleurs un peu plus loin comment celui-ci a pu gérer une situation assez proche avec Cersei. Peut-être y avait-il ainsi une solution à trouver entre Stannis et Mance. Inutile d'ajouter qu'il aggrave sa situation en tuant Mance d'une flèche plutôt qu'en le laissant brûler, bien que ce soit une décision très noble. S'en suivra la trahison des gardes de la nuit qui a failli signer sa fin, mais malgré cela, Jon va toujours se laisser emporter par ses émotions et se mettra en danger sans penser aux répercussions que sa mort pourrait avoir sur son peuple. Corrine l'avait déjà prévenu sur ce point au début de la saison 2, avant qu'il ne rejoigne les rangs du peuple libre. You only have one thing to give in return. Your life. I'd gladly give my life. I don't want you to be glad about it. I want you to curse and fight until your heart's done pumping. On voit que cette mise en garde n'a pas réellement fonctionné, car aussitôt retourné de l'autre côté du mur, il provoquera les dirigeants de la garde en leur demandant s'ils comptent l'exécuter. Have you ever been beyond the wall, sir? I commanded the city watch of King's Landing, boy. And now you're here. You must not have been very good at your job. How dare you! Do you intend to execute me? Or am I free to go? None of us are free. We are men of the Night's Watch. But we won't be taking your head today, Jon Snow. Go on! Par honnêteté intellectuelle, et pour montrer que Jon était capable de faire tout ce qui est recommandé dans cette vidéo, je me dois de souligner que dans cette même conversation, il défend très bien l'idée d'une invasion du peuple libre. Mance Rayder marches on the wall with an army of 100,000. Impossible. You can't get 50 wildlings together before they start killing each other. 100,000. He's united the Thens, the Hornfoots, the Ice River clans. He has giants fighting for him. Giants? There's a band of wildlings south of the wall already. Led by Tormund Giantsbane, I killed their warg and 3 others. They shot me full of arrows. Their orders are to attack Castle Black from the south when Mance hits it from the north. The signal for the attack will be a bonfire. Mance said it would be the greatest fire the north has ever seen. That's the truth. All the truth. Il dit clairement qui va attaquer, en quel nombre, et quelles tribus seront présentes. Lorsque ses arguments sont remis en question, il insiste sur l'élément le plus fort de son plaidoyer. Imaginez s'il avait parlé à Olly de la même façon des marcheurs blancs. Il serait retourné pleurer dans son coin. Dans une conversation qui suit peu de temps après, il fait la même chose en parlant des géants, avant de s'écraser devant le Lord Commander. Ce qu'il est malgré tout difficile de lui reprocher ici. We should seal the tunnel. Plug it with rocks and ice, flood it and let it freeze. And how would we range north? We wouldn't. The Night's Watch has defended her for thousands of years. And in all those centuries, we have never sealed the tunnel. Have you ever seen a giant, Sir Alistair? I have.
The tunnel's gate won't stop them. The bars on those gates are 4 inches thick, cold-rolled steel. And they won't stop them. Il fera cependant de même au cours du vote, lorsque Sir Alliser Thorne le présentera comme un amoureux du peuple libre, ce qui aurait pu lui être grandement préjudiciable sans le soutien de Maester Aemon. But who does Jon Snow want to command? Night's Watch? Or the Wildlings? Everyone knows he loved a wildling girl. He spoke with Mance Rayder many times. What would have happened in that tent between those two old friends if Stannis' army hadn't come along? We all saw him put the king beyond the wall out of his misery. Do you want to choose a man who has fought the wildlings all his life, or a man who makes love to them? Au contraire, Sansa a elle bien intégré sa position de pouvoir, ce que l'on voit notamment peu avant son mariage, quand Myranda essaie de la menacer. What was your name again? Miranda. And how long have you loved him, Miranda? Did you imagine that he would be with you forever, is that it? And I came along and ruined it. I'm Sansa Stark of Winterfell. This is my home, and you can't frighten me. Un élément qui m'a toujours étonné lorsque Jon défendait l'idée de faire venir le peuple libre au sud du mur, est qu'il n'évoque pas qu'il avait été le seul à mettre en garde contre son invasion. Alors que les dirigeants se moquaient à tort de ces mises en garde, il avait tout fait pour empêcher l'invasion du peuple libre. Pourquoi ne pas mettre cet élément en avant plus tard, lorsqu'il demande à la garde de la nuit de les laisser traverser? Il aurait pu rappeler qu'on ne l'avait déjà pas écouté une fois et que les conséquences en avaient été catastrophiques. Do you agree with him? No. Et qu'il ne comptait pas laisser cela se reproduire en tant que Lord Commander. Au lieu de cela, il est présenté, notamment par Alliser Thorne, comme un collaborateur, alors qu'il avait peu de temps avant été la top de la garde de la nuit. Pour revenir à l'idée que Jon se laisse emporter par ses émotions, il faut maintenant aborder la bataille des bâtards, qui en est l'exemple le plus évident. Jon cherche à tout prix à sauver Rickon, quitte à se mettre en danger. Il va ensuite charger seul l'armée de Ramsay, ce qui va à l'encontre du plan mis en place, et tout droit dans le piège de Bolton. Il est à nouveau sauvé par le gong, cette fois par Sansa qui a demandé de l'aide à Littlefinger, mais comme je l'ai dit plus tôt, il récupérera toute la gloire de l'événement sans accorder la moindre reconnaissance publique à un des deux. Une scène peu avant la bataille fait d'ailleurs rappel à une autre que j'ai évoquée plus tôt dans la vidéo, lorsque Sansa parle à Jon de sa rencontre avec Ramsay. You've known him for the space of a single conversation. You and your trusted advisors, and you sit around making your plans on how to defeat a man you don't know. I lived with him. I know the way his mind works. I know how he likes to hurt people. Did it ever once occur to you that I might have some insight? You're right. You think he's going to fall into your trap? He won't. He's the one who lays traps. He's overconfident. He plays with people. He's far better at it than you. All right, tell me. What should we do? How do we get Rickon back? We'll never get him back. Rickon is Ned Stark's true-born son, which makes him a greater threat to Ramsay than you, a bastard, or me, a girl. He won't live long. We can't give up on our brother. Listen to me, please. He wants you to make a mistake. Cette scène est un renvoi évident à la conversation qu'avait eue Catelyn avec Robb, où celui-ci ne l'avait pas écouté. Je pourrais repasser l'extrait de Robb et de l'espion Lannister, et l'on aurait l'impression de voir la même scène se produire à nouveau. De la même façon, Jon ne va pas véritablement tenir compte de la vie de Sansa, qui aurait pourtant pu apporter une meilleure vision du personnage à Jon. Elle lui avait par exemple très clairement dit qu'il fallait considérer que Rickon était déjà mort, ce dont il ne tient pas réellement compte, et c'est ce qui lui fera perdre son sang-froid dès le début de la bataille. La mutinerie des gardes de la nuit ne l'a visiblement pas suffisamment marqué, et on a vu les conséquences subies par son père lorsqu'il n'a pas fait assez attention à Lord Baelish. Autre scène renvoyant à un événement du passé, la confrontation verbale entre Littlefinger et Jon est un rappel de celle avec Ned Stark. Cette fois cependant, Littlefinger ne finit pas en position de force. Malgré ses avertissements sans trop de frais, il continuera à répéter les mêmes erreurs, et après avoir quitté le Nord sans préparer Sansa à diriger, il sera ensuite sauvé de justesse par Daenerys et Benjen. Au final, on pourrait presque croire que la stratégie et les tactiques de Jon Snow sont de compter sur la chance.
Jusque-là, ça lui réussit plutôt bien, tout comme à Daenerys, qui fonctionne parfois de la même façon. C'est d'ailleurs alors qu'il est à Dragonstone qu'il a l'idée brillante de réunir un petit groupe de personnages afin d'aller chercher un marcheur blanc au nord du mur. Sir Davos a beau lui dire, comme Roose Bolton l'a fait auparavant avec son frère, qu'il est désormais le roi du Nord et qu'il ne doit pas se mettre dans de telles situations. You can't lead a raid beyond the wall. You're not in the Night's Watch anymore. You're king in the North. I'm the only one here who's fought them. I'm the only one here who knows them. Le complexe du héros de Jon revient tambour battant pour l'envoyer vers une mission suicide. We need to take that thing back with us. Daenerys is our only chance. Contrairement à son habitude lorsqu'il parle des marcheurs, il faut ici lui reconnaître un moment assez convaincant lorsqu'il y a une opposition quant au recrutement dans l'équipe d'anciens membres de la fraternité. Gendry Baratheon est surpris que Jon considère qu'ils soient tous du même côté, mais comme lorsqu'il l'avait évoqué les géants dans la saison 4, il va à nouveau insister sur un seul argument, de loin le plus fort. We're all on the same side. How can we be? We're all breathing. Avant son départ vers Dragonstone, il avait pourtant à nouveau parlé au Seigneur d'une façon qui pouvait être majoritairement métaphorique et qui ne rendait donc pas clair le danger. The war is not over. And I promise you, friend, the true enemy won't wait out the storm. He brings the storm. Heureusement, cette fois, tous les gens présents sont au courant de la menace, mais nombre d'entre eux ne l'ont pas vue. Jon devrait toujours être plus clair lorsqu'il parle. Alors qu'il avait demandé peu avant à Sansa de ne pas le remettre en question en public, il va la mettre dans une situation où elle n'aura pas d'autre choix, puisqu'il ne l'a même pas prévenu qu'il allait lui laisser les rênes de Winterfell. You're abandoning your people. You're abandoning your home. I'm leaving both in good hands. Whose? Yours. Personne parmi ses proches ne semble d'ailleurs au courant de sa volonté de se rendre à Dragonstone avant qu'il ne le dise. Lord Tyrion has invited me to Dragonstone to meet with Daenerys. And I'm going to accept. Sir Davos and I will ride for White Harbour tomorrow, then sail for Dragonstone. Have you forgotten what happened to our grandfather? The Mad King invited him to King's Landing and roasted him alive. On remarque d'ailleurs que Sansa a compris les rouages de la politique. Une des scènes les plus frappantes étant celle précédant la bataille des bâtards, où les personnages principaux sont réunis. Jon reçoit une lettre de Ramsay qu'il décide de ne pas lire jusqu'au bout lorsqu'il voit qu'elle évoque sa volonté de violer Sansa. To the traitor Ambassador Jon Snow, you allowed thousands of wildlings past the wall. You have betrayed your own kind, you have betrayed the North. Your brother Rickon is in my dungeon. Keep her from me, and I will ride north and slaughter every wildling man, woman, and babe living under your protection. You will watch as I skin them living. Cette réaction n'est pas surprenante, Jon préfère prendre les choses sur lui pour protéger les autres, ce qui découle très certainement de son complexe du héros. Au contraire, Sansa est bien plus prête à extérioriser si cela lui permet d'obtenir une position de force. Go on. Elle a bien compris l'impact que la lecture de cette lettre allait avoir sur les personnes présentes, et décide donc de la terminer en prenant la lettre des mains de Jon. You will watch as my soldiers take turns raping your sister. You will watch as my dogs devour your wild little brother. Then I will spoon your eyes from their sockets and let my dogs do the rest. Come and see. Ramsay Bolton, Lord of Winterfell, Warden of the North. Elle imprègne à la fois une haine de Ramsay, mais elle lui permet en même temps de marquer des points en rejoignant la carte de la victime, comme elle l'avait fait pour leurrer les dirigeants du Val. Alors que Jon essaie pendant 4 saisons d'unir des gens contre des ennemis communs, Sansa réussit à faire mieux contre Ramsay en l'espace d'un repas. L'arme du nous contre eux est une des plus puissantes pour solidifier des alliances. Je ne pense pas que Sansa veuille prendre le contrôle du Nord pour elle, mais il est en tout cas clair qu'elle sait jouer le jeu politique contrairement à son frère, et c'est notamment ce qui lui permet d'être autant appréciée à Winterfell. C'est par exemple elle qui va proposer d'aller voir les Karstark afin de leur proposer de les rejoindre. The Umbers gave Rickon to our enemies, they can hang. But the Karstarks declared for Ramsay without knowing they had another choice. Oh, I beg your pardon, my lady, but they know that a Stark beheaded their father. I don't think we can count on them either. Mais l'erreur de Robb est encore trop ancrée pour qu'il change d'avis.
Encore une raison pour laquelle elle met en garde Jon de ne pas répéter les erreurs de Ned et Robb. To be smarter than father. You need to be smarter than Robb. I loved them, I missed them, but they made stupid mistakes and they both lost their heads for it. Elle évoque à plusieurs reprises sa volonté de reprendre Winterfell avant la bataille des bâtards, mais plus comme un objectif familial. If we don't take back the North, we'll never be safe. I want you to help me. Quoi qu'il en soit, il est certain que Jon aura du mal à garder le Nord sous sa coupe sans elle. Mais un des meilleurs exemples de ce manque terrible de qualité de communication apparaît dans la saison 7. Alors que Daenerys et Jon parlent longuement, ils sont incapables de trouver un terrain d'entente. Il suffit à Tyrion d'intervenir pour rapidement comprendre ce que Jon veut et qui permettrait d'arranger la situation. I'm asking if there's something I can do to help you. Dragonglass. Yes. Il va alors parler à Daenerys du ver de dragon qu'elle possède en énorme quantité. Let him mine the dragonglass. If he's wrong, it's worthless. You didn't even know it was here. It's nothing to you. Give him something by giving him nothing. Take a step toward a more productive relationship with a possible ally. I will allow you to mine the dragonglass and forge weapons from it. Any resources or men you need, I will provide for you. En échange de la possibilité de le miner, Jon est prêt à reconsidérer sa position. Cette séquence illustre parfaitement son incapacité à communiquer suffisamment pour atteindre ses objectifs, là où Tyrion est maître du sujet. Il fera la même chose au début de la conversation avec Cersei, en parlant à nouveau de façon métaphorique du danger qui arrive, puisqu'on a vu que cela avait parfaitement fonctionné dans le Nord. This isn't about living in harmony. It's just about living. The same thing is coming for all of us. A general you can't negotiate with, an army that doesn't leave corpses behind on the battlefield. Avec cette expérience passée, il aurait dû comprendre qu'il était encore plus difficile de convaincre une personne si éloignée de la menace. Daenerys ne l'a prise au sérieux qu'en la voyant de ses yeux. Lord Tyrion tells me 1 million people live in this city. They're about to become 1 million more soldiers in the army of the dead. I imagine for most of them it would be an improvement. This is serious. I wouldn't be here if it weren't. I don't think it's serious at all. I think it's another bad joke. Le reste de la démonstration est cependant bien meilleur. D'abord parce qu'il montre clairement le danger et la difficulté à le faire reculer, mais ensuite parce qu'il montre directement comment l'éliminer. We can destroy them by burning them. And we can destroy them with dragonglass. If we don't win this fight, then that is the fate of every person in the world. Il va ensuite évidemment retomber dans ses travers et être incapable de mentir à Cersei alors que c'est sur ce mensonge que reposent les chances de survie de la race humaine. In return, the king in the north will extend this truce. I ask it only of Ned Stark's son. I know Ned Stark's son will be true to his word. I am true to my word. Or I try to be. That is why I cannot give you what you ask. I cannot serve two queens. And I've already pledged myself to Queen Daenerys of House Targaryen. La volonté est bonne et Jon la défend correctement. Mais Daenerys et Tyrion illustrent bien le paradoxe et la difficulté de la situation. But have you ever considered learning how to lie every now and then? Just a bit? I'm not going to swear an oath I can't uphold. Talk about my father if you want. Tell me that's the attitude that got him killed. But when enough people make false promises, words stop meaning anything. Then there are no more answers, only better and better lies. And lies won't help us in this fight. That is indeed a problem. The more immediate problem is that we're fucked. Il est lui-même conscient du problème et admet ressembler à son père. Il n'y a pas grand-chose à ajouter là-dessus, si ce n'est qu'il préfère donc mourir en héros que mentir.
Your father was an honorable man. He was, your grace. Vous pouvez vous repasser toute la section où je parle de Mance pour revenir sur ce problème qu'il a maintenant totalement accepté comme une part de lui-même. Dans la première partie sur Ned, j'avais évoqué son incapacité à faire des compromis. Jon est de la même trempe. J'avais alors dit que je parlerai plus en détail de la séquence de négociation avec les maîtres des villes esclaves de la baie des Cerfs. Dans la saison 6, Tyrion fait venir les maîtres à Meereen pour négocier avec eux. Si j'ai déjà évoqué la capacité de Tyrion à faire un compromis convaincant avec et pour ses ennemis, il me semblait indispensable ici de souligner une fois de plus la façon dont il l'a fait. Tell me what you want. Vous commencez à être habitué à cette question, c'est sur une autre partie que je vais ici insister. Friends, please. There have always been those with wealth and power and those with nothing. That is the way of the world. I'm not here to change the way of the world. Slavery is the way of our world. You don't need slaves to make money. Il comprend rapidement que c'est l'argent qui intéresse les maîtres, et il va reformuler complètement la situation en faisant un parallèle avec Westeros. S'ils ne sont peut-être pas au courant de sa fortune réelle, il suffit de regarder la réaction procurée lorsqu'il dit qu'il a grandi plus riche qu'eux pour comprendre leur choc. There haven't been slaves in Westeros for hundreds of years, and I grew up richer than any of you. Peut-être considèrent-ils l'esclavagisme comme normal, mais ce qui les intéresse réellement est seulement l'argent. Je n'ai pas beaucoup de doute qu'ils seraient prêts à supprimer l'esclavagisme si cela leur assurait la perspective d'un avenir plus riche. Et c'est cet élément-là que Tyrion va utiliser et mettre en avant à l'encontre de Missandei et Vergris. But our queen recognizes that she erred by abolishing slavery without providing a new system to replace it. So, here is the queen's proposal. Slavery will never return to Meereen, but she will give the other cities of Slavers Bay time to adjust to the new order. What does that mean? Instead of abolishing slavery overnight, we will give you 7 years to end the practice. C'est probablement une des séquences qui résume le mieux la différence entre les Stark et Tyrion. Il a demandé à son interlocuteur ce qu'il souhaitait, il a reformulé la situation pour montrer qu'ils auraient une meilleure position en s'alignant à l'objectif de Tyrion, et il a été prêt à faire un compromis de moyen terme pour arriver au court et long terme à l'objectif de Daenerys. In exchange, you will cut off your support for the Sons of the Harpy. We do not support the Sons of the Harpy. Fine, but you will cut it off all the same. Pour en revenir à la rencontre avec Cersei, une fois encore, la situation va reposer sur les épaules de Tyrion. Et c'est la fameuse séquence dont je parlais un peu plus tôt, où il va tenter de convaincre Cersei alors que Jaime lui-même dit n'avoir aucun espoir de le faire. Talk to the Queen. And tell her what? Puis qu'il a échoué dans sa tentative. Après avoir répété tant de fois le modus operandi de Tyrion, je vais simplement vous passer certains extraits où Cersei va le pousser dans ses retranchements. All right. You love your family, and I have destroyed it. I will always be a threat. So put an end to me. If there's no future, then why are we here? Why did you allow me to come? Not to help my enemies collaborate in my destruction. Yes, no, not what you hoped for, but you must have hoped for something. Il est d'ailleurs marrant de remarquer qu'elle va utiliser exactement la méthode que lui à plusieurs reprises, lui renvoyant parfois ses questions à la figure. What did you hope for? I don't care about checking my worst impulses. I don't care about making the world a better place. Hang the world. That thing you dragged here. I know what it is, I know what it means. And when it came at me, I didn't think about the world, not at all. As soon as it opened its mouth, the world disappeared for me, right down its black throat. All I could think about was keeping those gnashing teeth away from the ones who matter most, away from my family. Maybe Euron Greyjoy had the right idea. Get on a boat. Take those who matter. You're pregnant. Jon a donc finalement réussi à obtenir le soutien de Daenerys et une trêve avec Cersei, et c'est pourtant ce moment-là qu'il va choisir pour finalement ployer le genou alors que ce n'est plus nécessaire. Cette décision est très surprenante puisqu'il avait obtenu ce qu'il voulait sans faire de concession. La seule explication que j'arrive à donner est qu'il est tombé amoureux de Daenerys et a eu un moment de faiblesse. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour voir que Jon agit encore une fois comme Ned en pensant que les peuples du Nord comprendront sa décision. Espérons pour lui que Tyrion lui viendra en aide dans le Nord
pour convaincre ses sujets, puisqu'on l'a vu, ce n'est clairement pas le point fort de Jon. Au cours de cette vidéo, j'ai essayé de mettre en avant les erreurs politiques des 3 principaux hommes Stark rencontrés au cours de la série. Si ces personnages sont très intéressants et attachants, force est de reconnaître qu'ils creusent leur propre tombe à cause de problèmes de communication avec les autres personnages de la série. Ce problème général fait ensuite apparaître des soucis plus personnels, qui les mènent cependant tous dans le mur. Ainsi, là où Jon et Robb souhaitent tous deux tout diriger, le premier souhaite tout faire de trop près, en étant impliqué dans toutes les missions, alors que le second cherche, lui, à tout diriger seul, sans se reposer sur personne. Le premier se lancera dans des missions suicides où sa survie tient du miracle, quand le second finira par voir son entourage faire des erreurs, alors qu'il souhaitait prouver leur valeur. S'il est facile d'accabler Ned, il faut malgré tout reconnaître qu'il est celui qui les a élevés et leur a inculqué les valeurs du Nord sans les préparer suffisamment aux réalités de la politique quotidienne, souvent bien plus dangereuses que les grandes décisions. Sansa est celle qui montre le mieux ce problème. Alors qu'elle a aussi été éduquée par Ned, une grande partie de son adolescence s'est passée à King's Landing, où elle a côtoyé certains des meilleurs politiciens de son époque, et pu apprendre d'eux. Si ce n'est que très peu montré dans la série, je ne serais pas surpris que son mariage avec Tyrion ait joué un rôle dans son apprentissage. En effet, si j'aurais pu choisir d'autres personnages face auxquels comparer les Stark, notamment les Tyrell ou Littlefinger, Tyrion est celui qui me semble s'être sorti des situations les plus difficiles de la série, simplement avec des mots. En l'espace de 6 saisons, il a tout de même été prisonnier du Val, vendu comme esclave, et 2 fois condamné à mort, avant de devenir la tête pensante de l'alliance la plus puissante du monde de Game of Thrones. La principale chose qui le sépare des Stark est le défaut que je mettais en avant en début de vidéo. Il est capable de se mettre à la place des autres. Tyrion va en effet jouer non pas sur ce qui l'intéresse, mais sur ce qui intéresse son interlocuteur, avec la question magique que j'ai répétée tout du long de cette vidéo. À travers les saisons, les nombreuses scènes impliquant des Stark et renvoyant à des événements passés illustrent souvent très bien cette continuité entre les personnages, et généralement, cette continuité dans l'erreur. Tout espoir n'est cependant pas perdu, on voit en effet que Jon a parfois été capable de passer outre ses problèmes, mais surtout qu'il est désormais bien mieux entouré, et possède notamment le meilleur stratège politique toujours vivant en Westeros. Longue vie aux conseillers. J'espère que cette vidéo complète vous a plu, surtout pensez comme toujours à aimer, commenter, partager la vidéo autour de vous, c'est vraiment ce qui m'aidera le plus à développer la chaîne. Je vous remercie en tout cas tous pour votre fidélité, et vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera la dernière que je ferai sur Game of Thrones.